Retour au football. Voilà, ils sont contents d'être là, les moins de 13 ans du pays de l'Aiglon. Et nous, on est contents de les accueillir. Alors, le pays de l'Aiglon. oui, c'est magnifique. Alors, il nous reste à voir donc les 7 rencontres de championnat jouées vendredi pour le compte de la 5e journée, puisqu'on a déjà vu 2 rencontres. On a vu Lorient-Auxerre et Monaco-Lens. Alors, nous avons choisi de vous faire revivre cette soirée de championnat d'une façon originale, et c'est en fait d'un véritable film qu'il s'agit. Il y a 40 minutes à regarder à peu près, et c'est ce film que nous allons vous proposer maintenant en fil rouge sonore. Pour le son de ce film, nous allons entendre les multiplex des 3 grandes radios, c'est-à-dire RTL, Europe 1 et France Inter. Et en images, nous allons voir l'enthousiasme des supporters dans les stades, mais également, tout le monde ne va pas au stade, mais également chez eux ou sur leur lieu de travail, à l'écoute de ces commentaires. Et ces commentaires, ce sont les vôtres, Jacques Vendroux, Eugène Sacomano, Bernard Roseau. Alors, on va parler d'abord un petit peu avec vous. Quel est le précurseur des multiplex à la radio, Jacques Vendroux? C'est France Inter? Oui, c'est France Inter. Ça a été créé en 1972. À l'initiative des hauts dignitaires de Radio France de l'époque, et à la suite d'une première conversation, je crois, avec Jean Sadoul. À l'époque, on avait été le voir et on lui a demandé si on pouvait créer un multiplex football. Et il avait été un petit peu surpris. Et puis après, il avait dit oui. Et Jean Sadoul avait donné son autorisation pour que France Inter crée donc le premier multiplex de football. Et puis après, eh bien, nos amis d'Europe et RTL ont enchaîné, je crois, 2 ou 3 ans plus tard. Oui, à peu près. C'est-à-dire que nous, on a dû commencer au début des années 80, fin des années 70. C'était Étienne Moujotte qui était directeur de la rédaction d'Europe à l'époque. Bruno Dalle avait décidé de lancer ça. Et on a dû débuter après la Coupe du Monde de 78. Et c'est Fernand Choisel qui avait donc lancé l'opération. On avait débuté, oui, fin des années 60. Alors je me souviens qu'à l'époque, on avait le droit de faire des multiplex sur la première division, mais on n'avait pas le droit de faire des multiplex sur la 2e division. Et puis après, on n'avait pas le droit de l'appeler multiplex. Donc il fallait trouver un autre titre. Enfin, après, il y a eu beaucoup de négociations. Et depuis 72, donc il y a eu celui d'Inter, après celui d'Europe et après celui de Bernard Roseau. Jacques, vous êtes à France Inter depuis 1967, tout comme Bernard est à RTL depuis 67 également, Eugène à Europe depuis 1960. Bernard, quelle est à votre avis la principale différence entre le commentaire radio et le commentaire télé? Ça me serait difficile d'y répondre parce que je n'ai pas fait beaucoup de matchs télévisés. J'en ai fait quelques-uns sur RTL Télévision, évidemment. Il me semble que nous, les radio-reporters, nous devons parler davantage parce que vous venez en support de l'image, vous apportez peut-être des informations qui ne passent pas au petit écran. Nous, on doit parler et faire vraiment vivre, faire passer... faut qu'on fasse passer l'imagination auprès de nos auditeurs. Encore que certains reporters télévision, je pense notamment à ceux d'Amérique du Sud, les téléreporters parlent autant que les radioreporters. Mais je pense que c'est un style et une manière de faire. On va voir une image qui va vous faire plaisir, Bernard. Elle est extraite de la demi-finale de la Coupe du Monde, France-Croatie. C'est une émotion, j'imagine, très forte parce que vous pleurez à la fin du match. C'est la même question, Eugène. Est-ce que c'est plus facile de commenter à la radio ou est-ce qu'au contraire c'est plus difficile? Non, je crois que c'est différent, en fait. C'est ni plus facile ni plus difficile, c'est différent. Moi, j'en ai fait un peu avec la défunte 5, puis avec la 5 de Dominguez, d'Hachette. Et c'est tout à fait différent parce que, comme le disait Bernard, je suis tout à fait d'accord, à la télévision, on n'a pas besoin de parler constamment. Bon, on peut peut-être un peu plus s'emballer dans les 18 mètres quand l'action devient chaude, tandis qu'à la radio, on essaie de retranscrire complètement ce que l'on voit et on essaie de mettre les gens dans le décor. Moi, par exemple, un de mes tics, c'est de dire tel gardien est adossé à telle tribune, pour remettre un peu les gens dans la situation où qu'ils imaginent, quoi. Ils imaginent qu'ils sont au Parc des Princes. Bon, ils voient que Lama est de ce côté, que l'adversaire est de l'autre. Alors donc, on essaie, nous, avec les mots, de remettre les gens en situation, voilà. Pour apporter de l'eau à votre moulin, on se souvient qu'après les événements de mai 68, lorsque Roger Coudert est venu à Europe, il commentait les matchs du tournoi des 5 nations, et comme ses successeurs ne faisaient pas l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire, à la télévision, toute la France écoutait en regardant la télévision Europe 1, et Roger disait, ce qui était extraordinaire, au début du match, à la droite de votre transistor, les Français en maillot bleu, et à gauche, les Anglais en maillot blanc. Thierry, c'est un peu transistor à image, je crois qu'il appelait ça, je sais plus. Et bien là, on va faire un peu la même chose, on va regarder les images, on va écouter la radio. Commentaires, c'est parti. D'abord, la première mi-temps de la 5e journée de vendredi, il y a 7 matchs à regarder. Allons-y.
n'est qu'à l'ultime minute que sur un centre de Loubert, Dogliani donnait un point au tricolore. Fontaine tire sur la barre, la balle revient, but quand même. 3-0 pour la France. Budzinski, Hervé à nouveau qui déborde et qui est arrêté irrégulièrement de la surface de réparation. 6 over les 18 mètres, 6 dans la surface, 6 pour Giresse qui frappe. Oui, 6, alors que là les Français continuent à attaquer, le but, ça y est, le but marqué par Thuram, le deuxième. Salut Thierry. Ça va? Moi j'achète le reflet de fond. Non, ça va pas rigoler. Champion au concert de la ville, 126. C'est Christian Olivier avant nous. On m'entend bien là? Dis-moi, j'ai pas le numéro d'appel du numériste, tu peux me le donner s'il te plaît? C'est Jean-Philippe Goron à Nancy là. Bah écoute, tu vas me garder chez toi pour l'instant. Qu'est-ce que ça peut faire pourvu que Johnny et l'enflamme? Exact. Ça, mais Allumez salut le à feu, tous. Yann Kulig. Allumez le feu. Allez, on allume le foot, c'est parti. Ouais. Lui, c'est pas bon là-bas. Lui, c'est Wiltord. Ce soir à Marseille pour Marseille-Rennes, Eugène Sacomano, bonsoir. Au départ, Eugène Sacomano. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Interfootball en direct donc ce soir du studio 131 pour cette nouvelle soirée du 5e championnat. méga foot d'après la Coupe du Monde pour la 5e journée du championnat de première division. Et ce n'est pas parce que la semaine écoulée était placée sous le signe de la rentrée qu'on va perdre le tempo et oublier le tube de l'été. Merci Hervé, à tout à l'heure. On a retrouvé Eugène Sacomano Marseille pour Marseille-Rennes. Bonsoir Eugène. Oui, bonsoir Yann. Et là, le temps s'est calmé, il ne pleut plus. La pelouse est bonne mais un peu glissante. En route pour les stades, pour les 7 stades de la 5e journée, direction... Ouverture du score au stadium de Toulouse en faveur des Toulousains, en but inscrit à l'instant même par le Croate Petrovic, avec au départ une action côté gauche de Petrovic justement qui donne un excellent ballon pour Malm, on croyait au but, ballon contré mais qui revient sur le pied gauche de Petrovic et qui marque sans difficulté. Il était à 5-6 mètres seulement de la cage nantaise et les Toulousains dès la 3e minute de jeu qui prennent l'avantage, qui mènent désormais face à Nantes 1-0. Et encore une fois, un départ rapide dans cette soirée, un but après 3 minutes de jeu. Oh là. De la défense Ça part mal, hein. qu'avaient les Toulousains, ouverture du Que ça part mal. 20h et presque 10 minutes. Pour l'instant, un seul but a été marqué. C'est Toulouse devant Nantes 1-0. Petrovic, direction le Parc Lescure, Bordeaux-Montpellier, Christian Olivier. Eh bien, les occasions sur Montpellier. Elles ne sont pas encore très franches, mais on a vu une belle, formidable accélération de Delaye côté droit et une reprise instantanée de Bakayoko. Une frappe surpuissante dont le ballon est passé au-dessus de la barre transversale.
de Marcel Picot, Nancy Paris Saint-Germain, Jean-Michel Bézina. Toujours 0-0 avec une grande frayeur déjà pour les joueurs du Paris Saint-Germain sur le premier corner concédé par les Parisiens. Corner bien tiré par Bastien. Castelrino est plus rapide et plus haut de la tête que Worms et il faut vraiment une parade, une claquette de Lama pour renvoyer la balle. But à Bastia et ouverture du score pour les Corses devant le Havre, 1-0. Une très belle action des Havrais et un tir de Bekanovic. Durand renvoie le ballon très vite. Il est relayé par Frédéric Ney et Laurent s'empare du ballon et des 30 mètres. Il se retrouve tout seul. Il attend la sortie du gardien Hamel et gentiment, tout doucement, avec le plat du pied, il le lobe et le ballon finit sa course, vient mourir dans les filets de Hamel. Donc Bastia mène devant le Havre 1-0. Ma conclusion, c'était... Et ce but de Pierre Laurent provoque une intervention de Monsieur Statistique, Éric Lemaire. Et Pierre Laurent inscrit le 100e but de la saison. Ah, c'est pas mal, 100e but, mais pour l'instant, 2 seulement ce soir. C'est pas extraordinaire, hein. C'est pas extraordinaire, hein. Non. Hein Montpellier, hein. Je comprends mieux pourquoi il menait 4-0. Une situation devant les buts, c'est une occasion de but pour eux, hein. Tout de suite, hein. T'as vu, ils sont bien placés. Nous jouons maintenant depuis 25 minutes avec un centre côté droit de Bakayoko qui accélère, qui prend de vitesse la défense, qui contourne cette défense bordelaise et qui ajuste son centre pour jeune Laurent Robert. Formidable tête de Laurent Robert dans la surface de réparation et intervention également formidable, superbe du gardien de but. Ulrich Ramé pratiquement en 2 temps sur sa ligne de but. Il n'avait pas le droit à l'erreur, Ulrich Ramé, sur cette occasion et sur sa ligne de but. Eh bien, il sauve son équipe d'une première désillusion. But à Sochaux. Ah, but à Sochaux, allez-y, Sochaux-Lyon, Nicolas Willem. Et l'ouverture du score pour l'Olympique lyonnais contre toute attente. C'est le silence dans les travées du stade Bonal. Et c'est Christophe Delmotte qui ouvre le score après maintenant 21 minutes de jeu. Il a récupéré un ballon perdu par la défense sochalienne. Un ballon qui est donc revenu dans les pieds de Christophe Delmotte, le latéral lyonnais. Christophe Delmotte d'une frappe du pied droit. Un tir qui a été dévié par Christophe Chintreuil. Et Vincent Fernandez a été pris à contre-pied après 21 minutes de jeu ici au stade Bonal. C'est Lyon qui mène à Sochaux 1-0. Christophe Delmotte. Attends, j'ai prédit 2-1. Nancy Paris Saint-Germain, Jean-Michel Bézina. Toujours 0-0 alors que les Nancéens se battent sur tous les ballons et qui empêchent bien sûr les Parisiens de développer leur jeu, mais par 2 fois déjà, grâce à Marco Simone, les Parisiens ont été tout près d'ouvrir le score avec un très beau tir de Simone à l'entrée de la surface de réparation et le jeune Frédéric Roux a été obligé de détourner cette balle en corner. Un Simone qui se dégage, qui bouge beaucoup, mais qui a beaucoup de mal avec en voiture Simone. Toujours 0-0 entre le PSG et la SNL. Les Bleus, champions du monde. L'OM, non, c'est vrai. Dis donc, mais j'avais même pas pensé à ça. C'est vrai que vous êtes dans un duel. Pour Marseille. Pour Marseille, mais il n'y a pas but. À fausse alerte alors. Fausse alerte. D'accord, eh ben, non, écoutez... mais il était rentré, hein. Oui. Il était rentré. Non, mais on vous croit. Parce qu'il était allé au bout de son action. Oui, d'accord. Donc fausse alerte, on continue la pause et on y revient après tranquillement. Non, mais il était au fond des filets le ballon. Hein. Mais non, mais on a compris, bien sûr. Allez, on continue. Et but également pour les Montpelliérains. But pour les Montpelliérains. Non, il est en jeu. Bakayoko tourne le score. Il est en jeu. Et Gravelaine, lui, a fait part de son mécontentement au juge de touche. Bakayoko qui part à la limite du hors-jeu. Est-il hors-jeu? En tout cas, il ne se pose pas de questions. Les Montpelliérains discutent beaucoup autour de monsieur Derrien. Joli ballon adressé pour Bakayoko qui ne semblait pas hors-jeu au départ du ballon. Et ma foi, eh bien, monsieur Derrien, lui, n'a pas hésité pour sortir, pour siffler le coup franc, pour signaler un hors-jeu. Il a suivi son ligne de touche, monsieur Derrien, et le but est donc refusé. Toujours 0-0 par conséquent entre la formation bordelaise et la formation montpelliéraine. Moi, je voudrais bien que Bakayoko sorte du terrain et qu'on envoie un autre joueur à la place. Bastien Valambre, Jean-Marc.
toujours 1-0, mais on a bien failli assister au deuxième but Bastia à la suite d'un corner. Le ballon a été mal renvoyé, puis il y a eu une série de buts, un mitraillage dans les buts de Hamel, et chaque fois c'est le gardien, soit un défenseur. Il y a eu d'abord Laurent, puis Frédéric Ney, puis le Polonais Pierre Kaski, et enfin Pierre-Yves André. À 4 fois, eh bien, ce sont les défenseurs ou le gardien qui ont renvoyé les ballons sur les lignes de but, du pied et de la tête. Donc, mais là, ce sont les Normands qui sont à l'attaque, notamment par Penalty en faveur de Sochaux, penalty sur une faute qu'on aurait peut-être pu vous téléphoner avant. On aurait peut-être pu vous l'annoncer avant. Il y a une faute sur Dallet, Sébastien Dallet, d'ailleurs, qui a très très bien joué le coup sur une alerte de Boniface. Boniface qui a passé la balle à la limite des 16 mètres. Dallet s'est bien engagé sur la gauche. Il a juste touché un peu le ballon lorsqu'est arrivé le défenseur. Attention en régie. Bordeaux-Montpellier, Bernard. 41e minute de jeu de ce match qui ne se joue pas à l'Escure mais à Longchamp. C'est au Petit Trot. Au Petit Trot. Et toujours 0-0 entre Bordeaux et Montpellier. Et ce ne sont pas les occasions Montpellier-Rennes qui manquent. C'est Vincennes, hein, Bernard. C'est Vincennes. Je ne suis pas compétent, mais je crois que c'est Vincennes, le Petit Trot. Longchamp, c'est le galop. Mais s'il y a des gens dans le studio qui connaissent mieux... Hein. je me suis emmêlé les sabots. Égalisation nantaise au stadium de Toulouse avec une reprise du pied gauche en pleine course de Monterrubio. Olivier Monterrubio, et égalisation méritée pour les Nantais sur une belle balle piquée de Nicolas Savino dans le dos de la défense toulousaine. Il a repris instantanément du pied gauche, un but superbe de l'attaquant nantais. Et à maintenant quelques secondes de la fin de cette première mi-temps, eh bien égalité parfaite entre Toulouse et Nantes en but partout. Voilà, on rappelle les scores à la mi-temps de cette nouvelle soirée du championnat de France de première division. Sochaux et Lyon à égalité, 1 partout. Marseille-Rennes, 0-0. Bastia-Le Havre, 1-0 pour les Bastiais. Bordeaux-Montpellier, 0-0. Strasbourg-Metz, 0-0. Toulouse-Nantes, 1 partout. Et Nancy-Paris-Saint-Germain, 0-0. Voilà, avec le poste de radio au premier plan par François Lano, notre réalisateur. Je voudrais dire que le montage, d'ailleurs, à ce propos-là, est réalisé par Bruno Hulin, Laurent Lachance, Sébastien Bargnot et François Coquet. Merci également à nos monteurs. On les retrouvera après la pub pour la deuxième période. Nos monteurs, Pascal Gallet, Frédéric Robin et Jean-Michel Debladis. Tiens, Jacques, c'est vous qu'on voit à l'image. Alors, je pose la question. On a vu les gens vibrer et vous écouter attentivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Combien avez-vous d'auditeurs, vous, ou les 3 radios cumulées, les 3 grandes radios françaises? Moi, je crois que les 3 radios cumulées, on doit avoir entre 2 et 3 millions d'auditeurs, parce que c'est vrai que Europe a forcément ses auditeurs, RTL également, mais au groupe Radio France, on a un petit avantage entre guillemets par rapport à vous, c'est que nous, on est repris, mais c'est pas à cause d'eux, c'est pas grâce à eux, c'est ni grâce à moi, c'est ni grâce à moi, c'est que... Ils sont pas d'accord, oui. Il ne s'agirait pas de commencer à écraser ces petits non, camarades. Non, je n'écrase pas mes petits camarades, je dis que toutes les radios, que ce soit RTL, Europe ou France Inter, ont fait un très bon multiplex. Disons que le groupe Radio France a un petit avantage par rapport à nos 2 éminents camarades, voilà, c'est que l'émission Interfootball est reprise par RFI, donc diffusée dans tout le territoire africain, est reprise par RFO et donc diffusée dans tous les départements et territoires d'outre-mer. Donc c'est le petit avantage, voilà, c'est tout. Jacques, vous me donnerez la notice pour aller chercher sur les grandes ondes. Et en ce qui concerne la qualité donc des différents multiplex, on ne va pas rentrer dans des grands débats existentiels. Je crois que tous les multiplex ont leur vérité. Nous, on pense qu'à France Inter, c'est bien de le faire comme ça. Europe pense qu'il faut le faire comme ça. RTL pense
pense qu'il faut le faire comme ça. Chacun a sa vérité. Disons qu'ils sont parfaits tous les trois. Mais sur l'audience, on remarque quand même qu'il y a un petit débat. Parce que lorsqu'on est avec l'un de vous, à chaque fois, il nous dit c'est nous qui sommes les premiers. Donc quand on est avec nos amis d'RTL, d'Inter ou d'Europe, alors qui est premier? Sacomano, si vous lui posez la question, il va dire qu'il est premier. Si vous posez la question à Rousseau, il va dire qu'il est premier. Et vous allez poser la question à Vendroux, il va vous répondre qu'on est premier. Disons que, moi je vais vous dire la vraie vérité. Moi je vais vous la donner, la vraie vérité dans cette histoire. Ça tourne à tour de rôle. Voilà. Un coup c'est Sacco, un coup c'est Rousseau, un coup c'est France Inter. Combien de gens vous écoutent? Jacques disait 3 millions à tous les trois. C'est peut-être un peu exagéré, mais enfin je pense qu'à tous les trois on doit faire 1,5 million à 2 millions. Et moi je pense, enfin je crois, je vous donne une indication sur Europe 1, 82%, et ça on peut le vérifier auprès de la Française des Jeux, 82% des joueurs du loto foot écoutent Europe 1. Bon, eux, ils ont fait des mesures très précises. Médiamétrie fait des mesures régulièrement. Et très souvent, je dois le dire, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je sais qu'actuellement, Radio France et France Inter, on est en tête. Alors peut-être que ça va changer. Peut-être que ça va changer. Peut-être que ça va changer. Peut-être que ça va changer dans quelques jours. 20 secondes, juste pour dire, parce que Jacques rappelait que France Inter est repris par RFI. Moi, je voulais juste dire, je ne donnerai pas d'autres chiffres, je n'ai pas les derniers, que RTL, première radio de France, est reprise par Radio Pékin. Et nous, Radio Caraïbes. Non, mais attendez, vous avez raison de me chambrer. Vous avez raison de me chambrer. Je vous signale que Interfootball est repris sur tout le territoire, sur tout le continent africain, et également dans tous les territoires et départements d'outre-mer. Ça, je l'invente pas, ça, quand même. Eugène, pour échapper à cette discussion de laquelle on ne sortira pas, si vous deviez... Parce que c'est vrai qu'on aura du mal. Si vous deviez définir votre style à vous. Personnellement? Oui, le vôtre. Bon, moi, c'est difficile de le définir moi-même, quoi. Enfin, on dit que j'ai un côté un peu brésilien, un côté un peu... Et c'est vrai que je m'enflamme facilement, j'ai beaucoup de passion parce que je suis un Méditerranéen et que sur les buts, je crie, j'ai la voix qui monte très haut, etc. Bon, voilà. Mais de temps en temps, je sais aussi être raisonnable, raconter un peu ce qui se passe sur le terrain, dire qui domine, qui prend le jeu en compte, parce qu'il faut tout de même, il ne faut pas que décrire, il faut un peu commenter tout de même. Ça, c'est important sur le multiplex, parce que les gens qui vous écoutent, ils veulent savoir non seulement ce qui se passe, mais comment ça se passe. C'est-à-dire, ils veulent savoir qui domine, qui prend en compte le jeu, qui est dominé, et ça, on essaie de le dire. Pardonnez-moi de couper, Jacques, pour vous écouter souvent, vous mettez l'accent sur le football amateur, vous aimez bien, vous citez le championnat national, tous les résultats, vous allez jusqu'au fond vraiment du football Non, mais je crois que d'abord, on est service public, donc on doit essayer, passez-moi l'expression, de régaler un maximum d'auditeurs. Donc on donne la D1 comme tout le monde, on donne la D2, on essaye d'être très complet sur le championnat national, et c'est vrai que quand en CFA1 ou en CFA2, il y a des matchs importants, on essaye de les glisser dans le cadre d'Interfootball. Bon, je crois que ça intéresse les gens. Moi, c'est vrai que j'aime bien le football amateur, c'est vrai que je suis passionné par le football professionnel aussi, mais enfin, disons qu'on essaye d'être complet. On essaye d'apporter un maximum d'informations. Moi, j'écoutais Eugène tout à l'heure, je crois très honnêtement que chacun présente ou participe à ces différents multiplex en fonction de... Comment ? Vous avez écouté Eugène tout à l'heure, mais est-ce que vous l'avez écouté vendredi ? Vous vous écoutez les uns les autres ? Non, mais de temps en temps, quand on n'est pas à l'antenne. Quand on n'est pas à l'antenne, moi, il m'arrive d'écouter Eugène ou d'écouter Bernard pour savoir ce qu'ils font de bien, pour essayer de les copier. Ils font des choses bien, ils essayent de m'écouter pour savoir de nous copier. Je veux dire, il ne faut pas se voiler la face. On essaye de piquer de temps en temps, je veux dire, des bonnes idées chez les concurrents. Mais je crois franchement que moi, mon principe en ce qui concerne Interfootball, c'est d'essayer d'être le plus simple possible et de ne pas commencer à délivrer des messages existentiels sur le football, parce qu'en fait, je crois que l'auditeur s'en fout complètement. Ce qu'il veut, l'auditeur, c'est de savoir qui a marqué, qui a pris un carton rouge, qui a pris un carton jaune, savoir quel est le classement, qu'est-ce qui mène, le meilleur buteur, la meilleure défense, la meilleure attaque. Je crois franchement... C'est la raison pour laquelle, Jacques, nous, depuis des années, on ne fait le football que le football. C'est-à-dire que durant toute l'émission, il n'y a pas un seul invité extérieur au football. Si vous le permettez, on va laisser passer une page de pub parce que nous, il faut bien qu'on vive. Et il y a des pubs aussi dans le multiplex. Et il les coupe. Bernard aussi les coupe. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. On a été les premiers à couper les pubs. Attendez, 20h, 22h, France Inter, onde longue, il n'y a pas une seule pub. Bon, ben nous, il y en a. Et je peux vous dire que les publicitaires sont très heureux parce que le message passe 2 fois. Il est coupé, donc il repasse. Très bien. Et ils nous bénissent. Ben nous, il passe qu'une fois, mais on parle pas de ça. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Alors, ça sera la deuxième mi-temps tout de suite après. Merci, messieurs, pour votre passion et à tout de suite.
On s'est quitté à la fin de la première période de notre reportage consacré donc à la 5e journée du championnat et on va retrouver pour la 2e période les mêmes personnages, à savoir vous, messieurs de la radio, Eugène Sacomano, Bernard Roseau ou Jacques Vendroux, ou alors également on va voir ceux qui vous écoutent, tous ceux qui étaient sur les stades vendredi. Bref, on repart pour la 2e période. Ce n'est qu'à l'ultime minute que sur un centre de Loubert, Dogliani donnait un point au tricolore. Fontaine tire sur la barre, la balle revient, but quand même. 3-0 pour la France. Budzinski, Hervé à nouveau qui déborde et qui est arrêté irrégulièrement de la surface de réparation. 6 sur les 18 mètres, 6 dans la surface, 6 pour Girel qui frappe. Oui, 6, 6, Alors que là, les Français continuent à attaquer. Le but, ça y est! Le but marqué par Thuram, le deuxième! Dans nos stades, à nous, il n'y a pas trop le feu, et en tout cas pas trop de buts, puisqu'à la mi-temps, je vous rappelle au repos les scores dans l'ordre de la grille du loto. Sochaux-Lyon 1-1, OM Rennes 0-0, Bastia mène devant le Havre 1-0, Bordeaux-Montpellier 0-0, Strasbourg-Metz 0-0, Toulouse-Nantes 1-1, et Nancy et le Paris Saint-Germain 0-0. On va aller faire peut-être un petit tour du côté de Marseille, à moins qu'un match est repris. C'est parti à Toulouse. Eh bien, allez-y. Les Nantais qui vont bénéficier d'un corner qui va être donné de la droite vers la gauche par Monterrubio. Joué à la Rémoise, finalement, ce corner avec Carrière. Monterrubio de nouveau qui va tirer. Frappe de Monterrubio. Arrêt de Richard, le ballon qui est passé derrière la ligne. À mon avis, le but qui n'est pas accordé. Et les Nantais qui vont protester si le but est finalement accordé par Monsieur Le Donctu sur cette frappe de Monterrubio. Deuxième but pour Nantes du numéro 18, Olivier Monterrubio. En tout cas après une frappe de Sylvain Wiltord. C'est un but en 2 temps qui a été contré par Alicart, monté aux avant-postes. Cela reste à confirmer. Est en tout cas détourné par l'attaque, enfin par un joueur bordelais. Et il me semble que c'est bien Alicart qui était monté aux avant-postes. Ce n'était pas évident pour le libéraux, le défenseur de cette formation bordelaise. Et autant dire donc que les Bordelais voulaient entrer en jeu très rapidement et inquiéter et marquer le plus rapidement possible. Les défenseurs sont montés. Un petit tour du côté de Bastia, Jacques, si vous le voulez bien, non pas pour un but côté Havrais ou côté Bastia, mais tout simplement pour une expulsion côté Bastia, celle de Pierre-Yves André, alors que l'on joue depuis 10 minutes dans cette seconde période. Il avait pris un carton jaune en première mi-temps, il y en a beaucoup d'ailleurs, 7 au total, 5 pour le Havre, 2 pour Bastia. Puis depuis le début de cette deuxième mi-temps, on n'a pratiquement pas joué au football. Voilà, et on retourne du côté de Nancy, Paris Saint-Germain, Jean-Philippe Goron. Pour l'instant, bien c'est toujours le même score nul et vierge, malheureusement, après 13 minutes dans cette deuxième mi-temps. On le tire superbe sur le poteau. Dans les nuages. Et Lyon qui met son deuxième but, un but de tout en compte, toute en rapidité. Et c'est Marco Grassi qui a été particulièrement opportuniste, très excentré sur l'aile gauche. Il était seul mais il était excentré. Il a pu parfaitement croiser son tir et passer le ballon dans le tout petit trou. Et Vincent Fernandez, le goal sochalien, n'a rien pu. Et Lyon reprend l'avantage ici à Sochaux. 2-1 pour Lyon face à Sochaux. Voilà. Monsieur, vous avez dit 2-1, 2-1, 2-1, vous avez dit. Eh bien, c'est le 3e but de Grassi, c'est le 3e but marqué en seconde mi-temps. Et puis une précision, Jurietti a été expulsé la semaine passée, bien sûr, et c'était à Auxerre. Retour à Bastia, Jean-Marc. Oui, justement, pour une deuxième expulsion, le joueur vient vers moi, donc je ne sais pas qui c'est. Je pense qu'il s'agit peut-être de... Bastia ou un vrai? Un
vrai, c'est peut-être Sané, le jeune Sané. Non, c'est pas dur. Enfin, en tout cas, maintenant, je vous dis, on est à 2 cartons rouges, 8 cartons jaunes. Ça vous donne quand même une petite idée du climat amical qui règne ce soir sur le terrain. Ça glisse partout sur le terrain. Vacances, n'est-ce pas? Oui. Alors... Drôle de fin de vacances, on va remarquer. Oui, alors l'arbitre a beaucoup de travail parce que le match est vraiment haché. Et puis, il y a beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de coups francs. Les plus fatigués ce soir, ce sont les brancardiers. Je vais doucement. Ah, bah, il est debout, ça va. Allez, on peut le tourner. Prends un peu toi, tiens. C'est ça avec le fournier, il faut s'habituer, ça hein. Ouais, il faut que ça s'arrête. Égalisation au stadium municipal de Toulouse avec Samuel Ipoua qui profite d'un ballon mal dégagé par Michael Landreau. C'est vrai que le tir qui venait de la droite était très tendu. Le gardien, capitaine nantais, n'a pu que faire une petite manchette devant sa défense. Et Samuel Ipoua, qui était en embuscade, reprend le ballon en demi-volée. Match nul pour l'instant, plutôt mérité pour les Toulousains. 2 partout entre Toulouse et Nantes. Et Bordeaux est toujours leader, bien sûr. Bordeaux mène toujours 1-0 devant Montpellier grâce à Ali Carte, Éric Le Bihan. Ce sont les Montpelliérains qui vont peut-être se faire prendre en contre là parce qu'Ali Benarbia file sur le côté gauche. Il se débarrasse de Xavier Gravelaine qui était revenu. Un nouveau gris-gris d'Ali Benarbia qui va pouvoir centrer pour la tête de Kabadiawara. Et le but des Girondins de Bordeaux. Kabadiawara qui inscrit le deuxième but Girondin dans cette partie et qui va saluer comme il se doit le virage au sud. Le break est fait. Les Girondins de Bordeaux mènent 2-0 grâce à ce but de Kabadiawara. Retour du côté de Bastia. Bastia qui mène toujours devant le Havre. 1-0 Jean Prunetta. C'est un peu plus calme que du côté de Bordeaux. Il n'y avait déjà pas beaucoup d'occasions depuis le début de cette deuxième mi-temps. Peut-être là Frédéric Ney pour nous démentir. Un petit centre pour Pierre-Laurent qui a amorti du gauche qui frappe sur la qui passe pas très loin alors qu'il y a une reprise de Piotr Zwierczewski des 18 mètres. But en faveur des Nantais. Le but nantais sur un ballon détourné par un défenseur toulousain. C'est, me semble-t-il, Touré qui a frappé. Mais ce but pourrait être accordé, si je puis dire, en tous les cas, a été marqué à mon avis. A été touché par un défenseur toulousain, en l'occurrence, je crois, Galdamès, sur cette frappe de Touré. Il est dévié. C'est Nantes qui reprend l'avantage et qui mène désormais 3-2. Oh, t'es dégoûté là. Non. Et après tous ces cadeaux plus ou moins volontaires, enfin même certainement involontaires et ces buts, eh bien on va arriver à la demi-heure de jeu en deuxième période, 21h presque 32, et c'est donc le tour des stades. Dans l'ordre de la grille du loto. Sochaux-Lyon, Philippe Sauter. Toujours 2-1 ici à Bonal pour Lyon. But pour Lyon par Sirufo contre son camp et Marco Grassi. Et but pour Sochaux par Dedebord. Réduction du score. Oui, réduction du score pour les joueurs montpelliérains. Le buteur, cela reste à... Il y a eu une grosse faute de la défense bordelaise. Le buteur reste à confirmer. Je pense qu'il s'agit de Rouvière. Non, c'est pas sûr. En tout cas, 2-1 pour la formation. Et à la plus grande consternation du public, et c'est Delaye, ce n'est pas Rouvière, c'est Delaye, mais à la plus grande consternation du public, il y a eu une faute de défense des Girondins de Bordeaux, un grand boulevard au cœur de cette défense bordelaise. Et bien Delaye, lui, en a profité pour s'engouffrer. C'est pas grave.
Retour à Strasbourg. Strasbourg-Metz, toujours 0-0, Jean-François. Et ouais, toujours 0-0. Alors côté strasbourgeois, eh bien, on a fait rentrer le sud-coréen Seo à la place de notre ami le bon Pedersen. Attention, coup de sifflet de monsieur Duhamel. C'est un coup franc à 35 mètres, carrément en face début de Letizy. Je conserve l'antenne. Des Libertins, 10 mètres d'élan. La petite passe de Collet et le tir qui est cadré. Et Letizy qui des 2 points met ce ballon en corner. On joue ici depuis 73 minutes. 0-0 entre Strasbourg et Metz. Et on rappelle les résultats. Donc pour le moment, après environ 34 minutes de jeu en deuxième mi-temps, à l'occasion de cette nouvelle soirée de D1. Lyon mène à Sochaux 2-1. Marseille-Rennes 0-0. Bastia mène devant le Havre 1-0. Montpellier pour le moment est mené à Bordeaux sur le score de 2-1. Strasbourg-Metz 0-0. Toulouse est mené sur son terrain par Nantes sur le score de 3-2. Donc Nantes mène à Toulouse 3-2. Et enfin Nancy et le Paris Saint-Germain sont toujours à égalité 0-0. Deuxième but pour Bastia et il est signé une nouvelle fois à Pierre Laurent après un raid solitaire de près de 30 mètres. Pierre Laurent, eh bien, à l'entrée de la surface de réparation, a décroché un tir en coin que Hamel n'a pu bloquer. Et 2 buts. Tu vois, il ne rien personne, hein. Je remonte, hein. Oh là 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 là. Il a frappé de 22 mètres en diagonale. Hamel n'y a vu que du feu. On joue maintenant presque la demi-heure de jeu dans quelques secondes. Et Bastia mène devant le Havre 2-0. C'est vrai qu'on a un petit peu de retard ce soir. Et Jacques à Sochaux. Et oui, toujours 2-1 en faveur des Lyonnais. Les Sochaliens ont eu une belle occasion de revenir au score. Marseille-Rennes, Eugène. Marseille-Rennes avec deux occasions pour Marseille tout à l'heure. Une première donc avec un coup franc tiré par Pires, une reprise de la tête de Florian Maurice, ça c'était sur le côté droit. Et puis alors une occasion bien plus nette, une même reprise de la tête de Florian Maurice. Attention là, bon rebut, but de Florian Maurice sur une balle remise. La remise de Dugarry et ce retourné éblouissant de Florian Maurice dont j'allais vous parler de Florian Maurice car auparavant il avait failli marquer 2 fois de la tête, une première fois sur un centre de Pires, une deuxième fois sur une action de Titi Camara et là il avait bien décroisé sa tête et puis là alors sur cette accélération, cette remise de Dugarry, eh bien, instinctivement, donc, Maurice a frappé, a pivoté et il a expédié le ballon haut à 3 mètres pratiquement, à bout portant des buts de Robot. Et ça chauffait depuis un bon moment, en dépit, il faut tout de même le signaler, une belle reprise de volée tout à l'heure de Bigné pour l'équipe rennaise. Les Marseillais vont être tout de même libérés, car c'est vrai que depuis le début de la deuxième mi-temps, ils dominaient, ils pesaient sur ce match, mais ils ne parvenaient pas à imposer leur jeu, ou surtout ils ne parvenaient pas à aller jusqu'au bout de leurs actions. Ça restait dans la surface de réparation, ça ne tirait pas, ça n'avait pas complètement au but, et quand il y avait des tentatives, elles étaient repoussées. Donc ce but de Florian Maurice donne l'avantage à Marseille, 1-0 maintenant. Combien? Attendez, combien? Un petit quart d'heure de la fin. Juste auparavant, il nous reste combien de pubs là? Une ou deux? 1-0 Vélodrome. 1-0 face à Bernard. Les affaires toulousaines ne s'arrangent pas puisque c'est Nafti qui avait fait son entrée en jeu il y a 5-6 minutes seulement, qui vient d'être expulsé pour un tacle, c'est vrai, très sévère, plutôt méchant sur Savino. Expulsion donc de Nafti, les Toulousains toujours menés 3-2 qui vont terminer ce match à 10 contre 11. Il reste ici 8 minutes à jouer. Et Strasbourg et Metz toujours à égalité 0-0. Jean-François Rhin. Eh oui, ça s'arrange pas ici à Strasbourg. Cela étant, ce sont les Messins qui ont failli ouvrir le score. Une occasion messine avec une tête superbe de Deuil, tête plongeante. Wenzel est battu et sur la ligne, et bien Dominecki, c'est Coco Martins qui de la tête dégage ce ballon brûlant, alors que monsieur Duhamel là demande à Letizy d'aller un peu plus vite. Je crois que les deux équipes se valent, franchement dit. Hein? Et les deux équipes vont jouer à la relégation, entre nous soit dit. En tous les cas, la deuxième moitié. Ils sont à leur
place. Absolument. Et on remonte la Garonne pour aller voir Toulouse-Nantes, ce match avec le plus de buts ce soir. Patrick Hisson. Oui, là aussi le match est complètement débridé avec des Nantais qui auraient pu marquer un 4e but avec Monteuil-Bio qui a frappé sur la transversale et puis à l'instant même un bon coup franc à une vingtaine de mètres face à la cage de Landreau. Il est tiré ce coup franc par Antoine Trégé qui frappe et le ballon qui va heurter le bout droit des buts nantais. C'est pas terminé là peut-être pour les Toulousains. Je vous coupe, phénoménale occasion rennaise, je vous coupe par Nonda qui s'est trouvé tout seul à la suite d'un contre malheureux de Domoro. Il s'est trouvé tout seul devant les buts de Porato. Il a tiré mais pas un Marseillais tout seul, ce qui était tout à fait normal. Et là le but, oh non, encore Nandon, mais Porato a dévié d'extrême justesse. En corner, le ballon filé sous la transversale. Donc deux occasions énormes de la part des Rennais en cette fin de match alors que l'OM mène 1-0. D'abord, Nonda seul devant les buts de Porato, contré par Porato qui bloque ce ballon miraculeusement. Et ensuite ce nouveau tir de Nonda qui file au-dessus le corner pour Rennes. La reprise de la tête et le but. Le but rennais de l'égalisation. Le but rennais de l'égalisation par Dogon, Jean-Luc Dogon, le libéraux de l'équipe rennaise qui dévie ce ballon au deuxième poteau, qui décroise bien son tir sur le corner, son tir de la tête. Et c'est l'égalisation dans ces toutes dernières minutes surprenantes. C'est d'ailleurs la fin du match au chronomètre, 45 minutes de la seconde mi-temps. 1-1 ici. Et si les transistors marchent, on a peut-être appris dans les travées du stade Lescure la mésaventure de l'OM. Bon, oui. Montpellier, Christian Olivier. On a peut-être effectivement entendu l'égalisation rennaise face à Marseille, mais on souffre dans les travées bordelaises actuellement car il y a un très très gros pressing des joueurs montpelliérains sur la défense bordelaise, sur Ulrich Ramelium qui à deux reprises en contact individuel a dû intervenir, mais Wiltor qui part, la délivrance peut-être pour Bordeaux, la délivrance c'est lui. Pour les Girondins de Bordeaux, inscrit par Sylvain Wiltor. Autant dire que les Bordelais vont gagner le match ce soir. Mais mon Dieu, qu'ils auront souffert dans cette fin de rencontre, notamment où en menant 2 buts à 1, eh bien les Montpelliérains se sont jetés comme des morts de faim sur les buts d'Ulrich Ramé, qui à 2 reprises a dû intervenir. C'est bon. Bordeaux dans les arrêts de jeu. Pour Bordeaux, une balle récupérée par son copain Lilian Laslan. Il a résisté au mouvement de François Zé. Ça y a fait match nul. Et sur une contre-attaque bordelaise, au moment où les Bordelais souffraient, au moment où les Bordelais étaient dominés, eh bien Sylvain Wiltor, celui qui est le meilleur buteur du championnat, donne le 3e but à son équipe face à Montpellier. Très probablement le but de la victoire, 3 buts à 1 pour Bordeaux face à Montpellier, alors que l'on joue les arrêts de jeu depuis maintenant une bonne minute. Et oui, et si l'on ne marque pas à nouveau du côté de Marseille, eh bien il y aura une petite échappée des Girondins de Bordeaux, et c'est pour l'instant l'une des surprises de ce début de championnat. Oui, c'est terminé à l'instant même. Coup de sifflet final de l'arbitre, monsieur Derrien, sur la victoire des Girondins de Bordeaux. 3 buts à 1. On gagnera quand ils viendront à la maison. On gagnera, ils ont gagné chez eux. Et quand ils viendront, nous on gagnera nous aussi. Hein, comme ça. Marseille 1, Rennes 1. Nantes s'impose à Toulouse sur le score de 3-1 et Bordeaux bat Montpellier sur le score de 3-1. Alors Alain, quel bilan vous tirez? Quel premier bilan après 5 matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites? C'est un bilan équilibré, moyen? Non, mais le bilan ne se fait pas comme ça parce qu'on ne va pas maintenant comptabiliser par rapport aux matchs qui se sont et les résultats qui en découlent. Simplement, c'est à travers la mise en place d'une équipe et on voit encore 5-1-0. Ce résultat doit vous ravir car vous avez certainement vécu des moments difficiles en première période.
Ça a été une première période effectivement difficile parce que Montpellier, on le savait, c'est la meilleure attaque du championnat. Il le reste encore ce soir puisqu'elle est à 13 buts. Lyon qui s'impose à Sochaux 2-1. Strasbourg-Metz 0-0. Bon, Roland, décidément, Rennes ne réussit pas à Marseille. Ouais, bon, au-delà de ça, quel que soit l'adversaire, on est toujours déçu quand on prend un but qui fait perdre 2 points à la dernière minute. Je suis un fou? Ouais, c'est Jean-Philippe. Ça va les filles? Bon, est-ce que tu peux me mettre sur un match? Je vais t'envoyer 2 petits sons du PSG. Ouais. Ça va, Georgie? Mr. Roger. T'enlèves ça, ce truc-là, dans les coulisses du stadium, on le vire. C'est Montpellier, ils sont dans le pétrin. Bastia a battu le Havre 2-0, ce qui nous donne Éric Lemaire au classement. Bordeaux en tête avec 15 points, deuxième Lyon, Monaco et Marseille 11 points, cinquième Nantes 9 points, sixième Rennes 8 points. Septième, Lens, Bastia, Montpellier, Auxerre et seulement le Paris Saint-Germain 7 points. 12e, Lorient et Nancy 5. 14e Toulouse 4, 15e Strasbourg 3. Dans le bas du tableau, si le championnat par exemple s'arrêtait ce soir, eh bien Le Havre, Metz et Sochaux joueraient en seconde division. Demain, multiplex de D2, rendez-vous sur Europe 1 dès 19h30. D'ici là, passez une belle fin de soirée. À l'écoute d'Europe, il est 22h30, le journal Jean-Jacques Lachaud. Bonsoir. Bonsoir. Le monde entier peut découvrir le rapport du procureur Kenneth Starr sur les turpitudes de Bill Clinton. Le Congrès l'a mis sur Internet, à en croire son rapport. Sois prudent, mon chéri. Tu risques d'avoir de la flotte. Bonsoir. Tu risques d'avoir de la flotte, Yédou. C'était vraiment super. C'était priorité à l'image, vous avez vu, messieurs, aujourd'hui. Alors merci d'abord d'être venus. Un mot pour conclure, Bernard Roseau. Superbe la soirée de football en 2 dimensions, télévision et radio, et coup de chapeau au monteur. Oui, c'est vraiment magnifique. On vit bien une journée de football, une soirée de football dans ces conditions-là, quoi. Je veux dire, les journalistes, les supporters, les joueurs, c'est formidable. C'est beau document, vraiment. Jacques? C'était magique. C'était bien. Et bien voilà. Alors mercredi, 20h30, Lens Arsenal, on l'a dit, mais soyez au rendez-vous. Oui, et puis avant de nous quitter, bonne fête à tous les aimés aujourd'hui, puisque c'est le 13 septembre, et surtout celui que vous savez, bien sûr. Bon dimanche, bonne semaine, au revoir. Et merci à tous les trois. Plus précisément, il y aura